ça qu'ils transmettent l'amour de la terre, l'attachement à la terre à cette génération. Donc moi je viens, comme je vous ai dit, de Gaza, qui n'existe pas selon cette carte. Il y a la Cisjordanie, ici c'est Gaza. C'est une ville complètement discrète. Il y a tellement de choses qui se passent à Gaza et on n'en parle pas de Gaza parce que Israël pendant des années et des années essaie de diaboliser l'image de Gaza, essaie de montrer qu'à Gaza il n'y a que des terroristes, il n'y a que des sauvages, il n'y a qu'une crise humanitaire, il n'y a pas de conflit politique, il n'y a rien. Et l'année dernière, les Nations Unies ont fait un rapport qui dit que Gaza sera une zone inhabitable en 2020 et en 2018 il n'y aura plus d'eau à Gaza. Et tout ça, c'est à cause des pratiques israéliennes contre la bande de Gaza, un blocus imposé sur Gaza depuis 2007 et 2006, qui jusqu'à maintenant continue à égorger tous les domaines et mettre fin à la vie de plusieurs domaines agricoles et industriels à Gaza. Et vous savez bien que Gaza c'est petit, c'est 300 km² et 360 km², et avec à peu près 1 million ou 800 000 habitants. Et c'est la première densité dans le monde. Et avec le blocus qui est imposé sur Gaza, vous imaginez les conditions de vie pour ces 2 millions de personnes qui vivent à Gaza, qui sont interdites de voyager, qui sont interdites de sortir, de rentrer à Gaza, qui normalement n'ont pas le droit à certains produits alimentaires ou à certains vêtements ou certaines machines électriques ou tout ce qui fait partie de la liste noire imposée par Israël. Cette liste noire qui contient plusieurs produits interdits d'entrer dans la bande de Gaza pour faire sortir cette bande. Déjà, c'est le seul lieu dans le monde qui s'appelle une bande. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Azbeki? On dit la bande, c'est très spécifique à Gaza, cette bande. Et cette bande aussi n'est plus comme... n'a pas la même superficie qu'avant, parce qu'avec la zone tampon qui a été arrachée par Israël, qui fait tout le long de la bande, les frontières est de la bande de Gaza, de 300 à 350 mètres, c'est la meilleure zone agricole à Gaza. La plus fertile a été confisquée. Tous les oliviers en 2000 ont été arrachés au nord de la bande de Gaza, ce qui fait qu'aujourd'hui, à Gaza, il n'y a plus d'huile d'olive, donc c'est quelque chose qui coûte très très cher et qui n'existe pas dans les supermarchés pour les Gazaouis. Et les chars ont enlevé et arraché tous les oliviers. Ils ont demandé des paysans palestiniens de cultiver des fraises à la place des oliviers, parce que vous savez, les oliviers, on peut se cacher derrière les fraises, les résistants ne peuvent pas se cacher derrière les fraises. Donc ils ont arraché presque, il n'y a plus d'agriculture à Gaza. Toutes les usines ont été bombardées entre 2000 et 2003 à Gaza. Donc avant le blocus de Gaza, en 2006, il n'y avait plus de vie économique à Gaza. Il y avait une vie politique très importante parce que tous les ministères, le palais présidentiel, le conseil des ministres, toutes les ambassades, les consulats existaient à Gaza. Donc il y avait certes un mouvement à Gaza, mais il n'y avait pas d'économie à Gaza. Gaza c'était déjà mort. Et Gaza vit totalement aujourd'hui grâce aux aides de l'Union européenne et des dons qui sont destinés à l'autorité palestinienne, comme il y a 75 000 fonctionnaires à Gaza qui touchent un salaire tous les mois, et ce salaire est donné par l'Union européenne, par certains pays qui donnent de l'argent à l'autorité palestinienne. Donc, et la division entre Gaza et la Cisjordanie, depuis avant le blocus, fait qu'aujourd'hui, les Cisjordaniens ne connaissent pas la réalité de Gaza et que le Gazaoui ignore complètement ce qui se passe en Cisjordanie. Par exemple, moi, pour vous donner une idée de ce que signifie l'occupation. Vous savez, à Gaza, les manuels scolaires, les méthodes scolaires sont égyptiennes.
parce que Gaza est relié avec l'Égypte, avec le système éducatif. Et en Jordanie et en Cisjordanie, les méthodes sont jordaniennes. Donc ce qui fait que nous, les deux parties de la Palestine, il y a une partie en Cisjordanie qui apprend l'histoire et la géographie de la Jordanie, et à Gaza, on prend l'histoire et la géographie égyptienne. Donc je suis de culture égyptienne, je connais l'Égypte mieux que la Palestine, parce que les méthodes palestiniennes, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a différentes cultures dans le même pays et les deux peuples n'arrivent pas à se rencontrer parce qu'ils sont divisés. Israël interdit l'accès en Cisjordanie aux Gazaouis et pareil pour les Cisjordaniens à Gaza. Donc les deux peuples, un seul peuple divisé à deux ne se rencontrent jamais. Il y a les gens qui vivent là-bas ignorent ce qui se passe ici, les gens qui vivent ici ignorent ce qui se passe là-bas. Donc c'est l'apartheid total parce que le même peuple, parce que vous savez en 1948 les familles ont été divisées entre plusieurs. Par exemple, ma famille a été divisée entre le Liban et la Jordanie, un petit peu l'Égypte et Gaza et la Cisjordanie. Et depuis on ne s'est jamais vu, donc la famille a été divisée à jamais. Pour parler de ce qui se passe actuellement à Gaza, après ce qui s'est passé en Égypte cet été, après la chute du gouvernement des frères musulmans, l'armée égyptienne a fermé le passage de Rafah et ils ont détruit 97% des tunnels. Et les tunnels ont été creusés entre 2006 jusqu'à 2008 et il y avait toujours des tunnels qui servaient à faire entrer les marchandises à Gaza. Parce que 60% des marchandises à Gaza sont blacklistées par Israël, donc ils rentrent par l'Égypte. Et c'est beaucoup moins cher que les produits israéliens. Et c'est aussi un sentiment de, comment dirais-je, les Gazaouis préfèrent donner leur argent à l'Égypte et pas à Israël. Donc quand l'armée égyptienne a détruit 97% des tunnels, ça veut dire la majorité des tunnels, aujourd'hui 60% des produits n'existent plus. Israël qui dicte des ordres au gouvernement égyptien parce que Israël est toujours gêné qu'il y ait ces tunnels qui servent à faire entrer les marchandises et que les Gazaouis ils ont un petit peu pu voyager après la révolution égyptienne 2011, le mois de février. Et aujourd'hui, la situation est encore pire qu'avant parce que le passage de Rafah il est fermé d'une façon définitive et parfois il est ouvert pour 4 heures toutes les 2 semaines pour faire sortir certaines personnes commandées par le gouvernement égyptien avec des noms. Et donc Gaza est vraiment une prison et c'est pas une prison à ciel ouvert parce que même le ciel est fermé avec les drones, avec les avions militaires, avec les Apaches. Depuis 2000 jusqu'à 2013, les drones israéliens filment Gaza 24 heures sur 24 heures. Donc c'est un long métrage israélien de qualité qui aura bientôt l'Oscar, j'espère, pour eux, parce que vous imaginez, ils contrôlent tout. Et même le ciel est fermé, la mer est fermée à 3 km dans la mer, c'est fermé, il y a des bateaux militaires qui empêchent les pêcheurs d'aller pêcher, la zone agricole a été confisquée, les usines ont été détruites, donc il n'y a plus de vie économique à Gaza, et Gaza dépend totalement des aides de l'Union européenne. Le taux de la pauvreté, 40% et 80% des gens ils sont considérés comme des pauvres à Gaza. Et 45% des Gazaouis sont des chômeurs au chômage. Donc aujourd'hui, on fait des études à Gaza que tout est très très cher parce que les universités chez nous ne sont pas des universités publiques comme en France. Et à la fin, on se trouve sans travail. Et cette situation est vraiment... on ne peut pas l'imaginer si on ne se rend pas sur le terrain à Gaza, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et moi, j'ai grandi avec la seconde intifada, parce que de 90 jusqu'à 2000,
À 2000, à 2000 j'avais 10 ans, donc c'est là où j'ai pris conscience de ce qui se passe, parce que je voyais, j'habite à côté de l'hôpital, et je vois les convois des martyrs qui passent tous les jours, des enfants qui sont morts, des enterrements jour et nuit, et c'est là où on se pose des questions, et on comprend ce que ça veut dire occupation, aux colonies, aux soldats qui tirent. Et ce qui est grave, c'est que cette occupation est allée très très loin, parce que le monde s'en fout complètement de ce qui se passe à Gaza en Cisjordanie. Par exemple, pour vous donner un exemple, en 2000, fin 2000, ils ont bombardé pour la première fois à Gaza. Tous les habitants qui habitent les grands bâtiments sont descendus dans les caves, dans les rues. Ils avaient peur que les maisons soient bombardées. Le lendemain, Israël a bombardé, personne n'est descendu. Les gens savaient plus vite parce que c'est leur quotidien. Quand on vit avec 13 ans de bombardement, un bombardement ne fait pas peur à un Gazaoui parce que c'est son quotidien. C'est quelque chose qui le manque en vérité. Et moi je voyais, quand je rentrais de l'école, j'étais toujours sur un chemin qui est très très chaud. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup de bombardements. Et les gens qui se faisaient bombarder à Gaza, avec les armes qu'Israël utilise, qui sont des armes normalement illégales, et on ramassait les morceaux des gens. Les gens étaient déchirés en morceaux. Donc avant, nous on connaissait un martyr avec une balle ou avec une blessure grave à la tête, allongé par terre. Aujourd'hui, un martyr à Gaza, c'est quelques morceaux de viande à ramasser dans une sac plastique. Moi, comme j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller ramasser avec les gens des morceaux, des choses. On a grandi avec ça. Et c'est en sortant de la bande de Gaza où je me suis rendu compte que ce qui se passe à Gaza ne se passe pas dans une autre ville. Il n'y a qu'au Gaza qui subit cette occupation brutale, ce blocus, ces bombardements. Aujourd'hui, il n'y a plus de carburant à Gaza parce que l'Égypte refuse l'entrée de carburant à Gaza. Israël, pareil, parce que le carburant est blacklisté à Gaza. Le central d'électricité s'est arrêté. Les gens avaient 6 heures d'électricité pendant 6 ans. 6 heures seulement d'électricité par jour. Aujourd'hui, ils ont 4 heures, 3 heures d'électricité. Le central d'électricité va s'arrêter définitivement dans quelques jours. Et tous les malades à Gaza, ils crevent à Gaza parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller en Égypte. Tous les Palestiniens, après ce qui s'est passé en Égypte, sont interdits d'atterrir à l'aéroport du Caire. Ça veut dire que c'est une nouvelle nakbé parce que c'est une nouvelle catastrophe pour ça veut dire que tous les gens qui sont à l'extérieur de Gaza, qui sont gazaouis, n'ont plus le droit de retourner à Gaza. Parce que c'est le seul chemin pour retourner à Gaza. Et pour les gens qui sont à Gaza, il y a 6000 étudiants cette année, ce mois-ci, ils viennent de rater leur rentrée scolaire à Gaza. 6000 étudiants qui sont venus pendant les vacances d'été rendre visite à leur famille à Gaza, passer le mois de Ramadan, et se sont trouvés coincés à l'intérieur de la prison de Gaza quand l'Égypte a fermé les frontières. Ils sont jusqu'à maintenant enfermés à l'intérieur de la bande de Gaza. Et donc Israël malheureusement est allé très loin avec ses pratiques parce qu'Israël prend en otage 5 millions de Palestiniens. Et quand je dis prennent en otage, parce que quand il y a des gens, qu'on les enferme, qu'on les interdit de voyager, de sortir, d'aller se soigner, de manger comme ils veulent, de vivre une vie normale, d'aller à l'école, Israël aujourd'hui impose des méthodes scolaires israéliennes aux Palestiniens. Ça veut dire qu'on apprend l'histoire israélienne de Jérusalem et Jaffa et est une ville juive, et sur la carte il n'y a pas ni la Cisjordanie ni Gaza. Ramallah, Nablus, Gaza, ça n'existe pas sur la carte aujourd'hui. Donc ils prennent en otage tous les Palestiniens, et aujourd'hui Gaza est devenu un laboratoire humain pour Israël, parce que dès qu'ils achètent de nouvelles armes, ils essaient ça sur Gaza. Et en 2008, quand ils ont lancé le phosphore blanc sur nous, moi je me suis dit, ça va, on connaît le pire. Il n'y aura jamais pire, parce que qu'est-ce qu'il y a pire que le phosphore blanc à Gaza? Quand on brûle les gens, et ça c'est l'art israélien de torturer les gens et de massacrer les gens.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2002, le ministre de la Défense israélien dit qu'Israël possède une technologie militaire la plus développée dans le monde. Et si lui, il veut assassiner quelqu'un, il peut faire entrer le missile par la fenêtre et le faire tomber dans le café de la personne qui doit être assassinée. Donc ils ont cette technologie, comment ils manipulent les missiles et les armes, comment il y a des caméras avec les missiles aujourd'hui. Parce qu'ils sont très fiers quand ils assassinent les gens. Le soir, sur la chaîne israélienne, ils mettent la vidéo, comment le missile tombe sur les gens, sur les familles. Ils disent qu'ils ont la meilleure technologie, alors que vous voyez en 2008-2009, 1500 martyrs et 6000 blessés, 90% de ces gens étaient des enfants et des femmes. Alors moi je me pose la question, si eux ils sont très précis dans leur bombardement, pourquoi il y a des enfants et des femmes? Pourquoi on bombarde les écoles des Nations Unies? Pourquoi on bombarde le siège de l'ONU? Pourquoi on bombarde les boulangeries à Gaza, les maisons? Il y a toutes des familles qui ont été massacrées. Et en 2012, parce que nous, à Gaza, en 2008-2009, pendant la guerre, on s'est dit, ça y est, on a vu la guerre, ça ne va pas être pire l'avenir. Et on était choqués de voir une 12e guerre se produire assez rapidement à Gaza en 2012, et que nous, on est spécialistes dans les bombes, on peut distinguer. On a réalisé que les bombes qu'Israël a utilisées la dernière fois en 2012, au mois de novembre, n'étaient pas les mêmes bombes qui tombaient sur nos têtes en 2008-2009. Donc ils sont en train comment dirais-je, de se distinguer dans la torture des Palestiniens. Parce que quand tu vas assassiner quelqu'un, bombarder un résistant, tu peux lancer un missile normal. Mais maintenant, ils mettent des clous dans les missiles. Ça veut dire qu'il suffit de lancer un seul missile dans un quartier et tous les clous partent dans tous les sens. Tous les gens qui sont dans le quartier ou dans leur appartement sont touchés, ils sont morts. Donc ils sont en train de chercher d'autres moyens pour torturer les Palestiniens. Et vous savez, quand ils ne veulent pas bombarder parce qu'il y a une trêve, il y a les fausses bombes. Les fausses bombes, ça veut dire quand ils brisent le mur du sang, qui est très horrible. Parce que les scientifiques disent, si vous entendez ça une seule fois, déjà vous avez perdu un degré de... voilà, parce que c'est très très fort, très fort. C'est plus fort que les bombes. C'est une torture psychologique permanente qu'Israël pratique sur Gaza. Et en même temps, Israël essaye de faire des relations avec l'Europe à travers le commerce, à travers le tourisme, et présente des cartes, la carte d'Israël sans la Cisjordanie, sans Gaza, et en montrant que cette zone est une zone dangereuse, que les Israéliens sont attaqués. Et je vous donne les statistiques israéliennes de 2000 jusqu'à 2008. Tous les missiles qui ont été lancés de Gaza sur Israël, d'après les rapports israéliens, ils ont tué 3 Israéliens et blessé 8 Israéliens, de 2000 jusqu'à 2008. Alors que eux, quand ils ont commencé à bombarder Gaza en 2008 et 2009, avec le plan d'Orsay, ils ont dit que c'est une riposte et c'est une vengeance contre les missiles. Et la première bombe qui est tombée à Gaza sur la cité des policiers a tué 100 personnes. Donc, ils devaient arrêter cette guerre parce qu'ils ont tué 100 personnes avec une seule bombe. Et c'est pour ça que le mot conflit n'est pas tout à fait correct. Parce que c'est pas un conflit, c'est une occupation qui torture, qui nous emprisonne. Et ma tante vient de sortir de la prison, elle a fait 12 ans de prison, sans accusation. Ça, c'est toujours la détention administrative. Mon père a été frappé jusqu'à la mort en prison en Israël, et mon grand-père a été frappé jusqu'à la mort en prison en Israël. Jusqu'à maintenant, Israël garde son cadavre pour nous faire... voilà. Et ma grand-mère a perdu sa maison plusieurs fois. Ma chambre a été bombardée en 2008. La chambre de ma soeur a été bombardée en 2009. On vit à Gaza. Les bombes tombent d'une façon arbitraire. Et eux, ils disent que ce qu'ils font, c'est pour riposter, c'est pour assassiner les résistants, et alors que les bombes tombent d'une façon arbitraire sur Gaza. Aujourd'hui, pour terminer, il y a... malheureusement, c'est une prison. Les gens qui sont à l'intérieur de cette prison, ils attendent la mort. Parce qu'Israël les prépare à la prochaine guerre, à la prochaine attaque. Il n'y a pas de vie à Gaza. Les gens ne font que survivre à Gaza avec le peu des moyens qu'ils ont à Gaza.
Parce que ces gens-là, ils n'ont pas le droit de sortir de Gaza, ils n'ont pas le droit de rentrer à Gaza s'ils sont sortis de Gaza, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école correctement, et ils n'ont pas le droit de travailler et de vivre dignement à Gaza. Et Israël ne veut pas que la cause de Gaza fasse du bruit dans le monde. Parce que si on laisse Gaza comme ça pendant 1 an, 2 ans, de toute façon en 2018, il n'y aura plus de vie à Gaza. Donc cet objectif israélien sera atteint, de que le monde oublie Gaza. C'est un silence total et qui entoure aujourd'hui Gaza, parce que j'entends parler nulle part de Gaza, comme si les 2 millions de Gazaouis qui vivent à l'intérieur de la bande de Gaza, ils ont trouvé leur joie, ils ont trouvé leur liberté, tout va bien, parce qu'il n'y a pas de nouvelles qui passent dans les médias. Alors que il y a des gens dans la salle qui sont venus à Gaza au mois de janvier. La situation au mois de janvier, c'était un paradis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Parce qu'aujourd'hui, Gaza, malheureusement, est attaqué par les 2 côtés, le côté égyptien et le côté israélien. Merci.